Moi, je suis très content d'être ici pour vous donner ce qui est sans doute l'intervention la plus anxiogène de la journée, puisque dystopie, c'est anxiogène, que bien évidemment, parler militaire, ça fait peur. Alors, parler de ça le matin après le petit déjeuner, vous imaginez que c'est particulier. Et donc, moi, je vais vous parler de dystopie, certes, mais surtout d'innovation au service de la défense, au service du ministère des Armées. Je ne suis pas auteur de science-fiction. Je suis amateur, effectivement, mais je vais essayer de jouer le jeu et de nous projeter dans un futur alternatif, le meilleur des mondes, par exemple, en 2050. Un monde où il n'y a plus d'États qui sont remplacés par des réseaux sociaux souverains, par exemple. Donc effectivement, un monde dans lequel tout est remplacé par des réseaux sociaux souverains qui sont incarnés par des intelligences artificielles qui prennent forme humaine grâce à la technique du deepfake, par exemple. Un monde où chaque individu doit donner ses données biométriques, ses données confidentielles, l'intégralité de ses données, sinon il est considéré comme marginal, voire criminel. Un monde aussi où certains États cherchent à préserver leur capacité souveraine. La Chine, la Russie, la France-Allemagne, oui, parce que la France et l'Allemagne ont fusionné il y a une dizaine d'années. La Chine, par exemple, a réussi à interdire ces espaces navals par le recours à des planeurs hypersoniques capables d'interdire l'accès sur une zone à 2000 km des côtes. L'espace s'est démocratisé et donc dans cet espace, on va trouver pour chaque État des capacités de surveillance de la Terre, de surveillance depuis la Terre, de lutte anti-satellite. Évidemment, toutes ces capacités sont fournies par une société tentaculaire, on pourrait l'appeler New Space Corp, qui a été créée par les héritiers d'Elon Musk et de Google. Et évidemment, donc, les États ne pèsent plus dans les orientations industrielles du spatial, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. D'autant que certains pays ont mis en place des capacités d'interception exo-atmosphérique à l'aide d'armes à laser ou à énergie dirigée. Et puis, dans ce monde où tout le monde est jugé, évalué constamment, surveillé, le meilleur des mondes donc, eh bien, on a des ordinateurs qui sont des ordinateurs quantiques qui permettent de reconstituer instantanément les relations entre chaque individu. Puis aucun code ne tient, sauf pour les États qui ont mis en place des capacités de cryptographie post-quantique. Science-fiction, peut-être, mais toutes les technologies que j'ai aujourd'hui décrites sont des technologies qui existent, qui sont en cours de développement, qui jouent un rôle à la fois dans les capacités, dans l'autonomie souveraine des États, et donc qui sont des technologies sur lesquelles nous devons travailler et auxquelles nous devons nous préparer. Donc on a ce devoir aujourd'hui d'imaginer au-delà. Imaginer au-delà, c'est faisable. Si je vous montre cette citation que je ne vais pas lire, mais que je vous laisse lire tranquillement. Cette citation laisse à penser que la personne qui l'a écrit a prévu Internet, a prévu les ordinateurs portables. Est-ce que vous savez de quand date cette citation? Elle date de 1924. 1924, avant évidemment Internet, avant les réseaux, avant les premiers téléphones. Et elle est l'œuvre de Nikola Tesla, qui était un visionnaire. Et nous devons faire la même chose. Nous devons être en capacité de nous projeter au-delà pour garantir notre autonomie stratégique. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué, en particulier aujourd'hui, on a parlé du smartphone tout à l'heure, parce que la technologie a tellement envahi notre quotidien qu'on n'est quasiment plus en capacité de se projeter au-delà. Et c'est un concept qui a été développé par Vernor Vinge, qui est un auteur de science-fiction assez célèbre, le concept du mur de la singularité, pas la singularité technologique, hein, ou du mur de l'imaginaire, que j'aime beaucoup, qui est de se dire, ben voilà, finalement, aujourd'hui, tout ce qu'on considère comme étant de la science-fiction, ça correspond à des technologies qu'on connaît déjà. Est-ce que la science-fiction, c'est les taxis volants? Non, non, ça existe. Là, c'est les derniers essais du taxi volant d'Airbus. Est-ce que c'est la dystopie comme Black Mirror? Et je sais que plus tard dans la journée, vous en parlerez. Ben non, ça existe. Regardez ce qui se passe en Chine. Et donc, on a cette difficulté de se dire quel sera l'espace de conflictualité auquel nous devons nous préparer en 2050, en 2080. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. C'est d'autant plus difficile que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère. Et cette entrée dans une nouvelle ère justifie en elle-même le fait de se doter de capacités de réflexion sur l'innovation de défense.
Alors cette nouvelle, c'est quoi? C'est une ère dans laquelle le régalien évolue. Ce qui était l'apanage des États, la communication, il y a quelque temps, communiquer sur le champ de bataille, il y avait que les armées qui savaient le faire. Aujourd'hui, vous avez des smartphones. Lancer un satellite dans l'espace, il n'y avait que les États qui savaient le faire. Aujourd'hui, vous allez construire votre satellite sur Internet et vous demandez à un lanceur indien de vous le placer sur orbite. Et ça aussi, cette démocratisation de l'accès à l'espace pour quelques dizaines de milliers d'euros, c'est quelque chose de complètement nouveau. Vous avez ici les images de synthèse du dernier lancement de SpaceX, une constellation pardon, de 70 nanosatellites. Dans ce nouveau monde, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a de nouveaux acteurs qui transcendent les États. Ça, c'est le siège d'Apple. C'est nos acteurs transnationaux qui ont des pouvoirs considérables. Donc l'équilibre des pouvoirs est évidemment modifié. Mais c'est un monde où il y a également de très nombreuses opportunités. Alors, je ne vais pas décrire tous les chiffres qui sont là, mais par exemple 1,5 million, c'est le nombre de morts qu'on peut espérer éviter en 2025 par le recours aux véhicules autonomes. Entre 3 et 5 trillions, c'est les retombées économiques espérées par an de l'intelligence artificielle d'ici 2025, par an. Donc évidemment, tout ça dresse des lignes de force. Ces budgets considérables, ces investissements colossaux qui sont réalisés, eh bien, les armées vont évidemment en profiter. Ce sont des opportunités qu'il ne faut pas rater. Mais ces opportunités, elles sont évidemment accessibles à tous. Vous avez ici l'exemple d'un drone qui a été saisi chez Daesh. Pourquoi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte? J'aime beaucoup cette citation que je sors souvent, et je m'excuse auprès de ceux dans la salle qui me connaissent, mais c'est une citation d'un général américain qui disait « Ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est de rater la prochaine évolution technologique, mais aussi que mes adversaires puissent s'en emparer avant moi. » Et ça veut dire qu'il faut être très attentif, nous, au ministère des Armées, nous industriels, nous au sens patriote, de s'adapter au rythme qui aujourd'hui est un rythme d'accélération de la démocratisation et de l'accès à la technologie. Si je prends cette courbe bien connue qui est la courbe de Gartner, qui présente toutes les phases classiques que l'on va trouver dans une innovation technologique, le rythme de l'innovation technologique. C'est assez illustratif. Les petits ronds, d'ailleurs, sont les technologies dont j'ai estimé qu'elles avaient un potentiel militaire. Il n'y a pas beaucoup de technologies qui n'en ont pas. Chaque fois, 3 phases classiques. La première phase, une espèce de surexcitation technologique. L'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, la réalité, tout ça, ça va complètement révolutionner. C'est la technologie de demain. Et puis arrivent les premiers essais, les premiers produits, et on se dit, bah non, mon système de réalité virtuelle, il est moche, il est lourd, il est encombrant, il est cher, la résolution est pas bonne, il y a de la latence, et donc on s'est trompé, c'est pas la bonne technologie. Et puis il y a une troisième phase, parce que ça monte en maturité, parce que les industriels s'y intéressent, et on voit apparaître les premiers produits viables. Le problème, c'est que donc on a tendance à surestimer la technologie à court terme et la sous-estimer à long terme. Et la conséquence, c'est quand on est sur la partie droite de la courbe, eh bien c'est déjà trop tard. Et c'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui, sur les théâtres d'opération auxquels la France participe, on trouve des armes fabriquées en 3D, des mines fabriquées en 3D. Nos adversaires n'ont pas besoin d'aller très loin, il suffit d'acheter sur Amazon ou sur un autre site des imprimantes 3D, et puis leur mode d'emploi, puisque vous avez des gens qui ont écrit des livres qui vous expliquent comment passer des armes à travers les portiques des aéroports sans être détectés. Mais ça, c'est partout. Si je regarde l'autre partie de la courbe ici, ben voilà, les drones, évidemment, on trouve des drones piégés comme celui-ci qui a été encore une fois saisi à Daesh. La domotique, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les armées. La domotique, c'est bien un très très bon moyen de déclencher à distance des dispositifs électroniques, et vous imaginez ce que ça donne sur un théâtre d'opération. Donc, on a cette nouvelle ère, démocratisation de l'accès à la technologie, et puis apparition de disrupteurs, de technologies qui sont génératrices de ruptures stratégiques. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ceci, c'est le premier prototype d'un ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, c'est simple, ça vous permet pour certains types de problèmes, de calculer en quelques minutes ce qui prendrait l'âge de l'univers sur une machine classique. Donc plus aucun code ne tient, sauf à ce que ce code soit calculé par une technologie de cryptologie qui elle-même est une technologie post-quantique. Mais il n'y a pas que la crypto, il y a les senseurs, il y a les radars. Sans rentrer dans le détail, un radar quantique détecte un objet non pas par sa forme, mais par sa présence. Donc une fois que ce radar est mis au point, eh bien, on a un objet qui peut être détecté indépendamment de toute stratégie de furtivité. Plus aucune stratégie d'avion furtif ne tient. Donc le premier qui va se doter de la techno, non seulement aura un avantage décisif sur ses adversaires, mais surtout ne va pas le dire.
hypersonique, on en a parlé tout à l'heure. L'hypervélocité, c'est quoi? C'est la capacité d'aller au-delà de Mach 6. C'est-à-dire de pouvoir potentiellement faire du Mach 10, voire du Mach 20, en surfant sur les couches hautes de l'atmosphère et en impactant potentiellement n'importe quel point du globe en moins d'une heure. Donc, c'est là aussi un game changer considérable. Et pour intercepter des planeurs hyper véloces, il ne faut pas envoyer un missile, à moins qu'il soit lui-même hyper véloce, et même là c'est compliqué. Il va falloir de nouveaux types d'armes, des lasers, des armes à énergie dirigée, comme ici un canon électromagnétique, français d'ailleurs celui-ci. Donc, un ensemble de technologies qui vont conférer des avantages décisifs à celui qui les tiendra. Et les dirigeants l'ont bien compris aujourd'hui. Cette citation de Poutine que vous connaissez, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle sera le maître du monde, et loin d'être une situation anecdotique. Et donc évidemment, derrière, il faut s'y préparer. Alors très rapidement, on a décidé, la France a décidé, la ministre des Armées a décidé de créer cette nouvelle agence de l'innovation de défense que j'ai à la fois l'honneur et le plaisir de présider. Elle parle beaucoup d'innovation, et pour la première fois on parle d'innovation et on parle d'audace comme étant garant de notre souveraineté, de notre autonomie stratégique. Pour autant, c'est vrai qu'on n'a pas attendu qu'il y ait une agence de l'innovation pour innover. Et quand vous allez aujourd'hui dans la DGA, dans les armées, la DGA c'est la Direction Générale de l'Armement, au sein des armées, qu'il s'agisse de construire un sous-marin nucléaire, qu'il s'agisse de construire un satellite, qu'il s'agisse d'aller dans les armées de terre, de la Marine nationale ou l'armée de l'air, vous allez voir, ou les forces spéciales, vous allez voir de l'innovation partout. Mais il y avait cette notion de pouvoir, en un même lieu, dans un même organisme, avoir cette tour de contrôle de l'innovation qui va s'intéresser aussi bien aux civils, qu'aux technologies génératrices de rupture stratégique, qu'à ce qui est produit en interne dans les armées. Alors je vais être très très léger sur la présentation de l'agence elle-même, c'est simplement pour que vous sachiez ce qu'on fait, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, sachant que le contexte nous est évidemment très favorable. Vous savez qu'on a une loi de programmation militaire qui est une loi de reconquête, de remontée en puissance, et dans lequel la création de cette agence s'inscrit parfaitement. D'un point de vue technique, très très vite, ça ne va rien vous dire. On a un service à compétences nationales, mais ça veut dire qu'on est rattaché au délégué général pour l'armement. On est à Balard, pas très loin, au ministère des Armées. On est une centaine de personnes, à peu près, un peu plus, et évidemment, ça a vocation à augmenter selon la loi de programmation militaire. On parlait tout à l'heure de pluridisciplinarité. Nous avons chez nous des gens de l'état-major des armées, nous avons des gens de la DGA, nous avons des gens du secrétariat général pour l'administration, qui sont les 3 grands subordonnés de la ministre. Nous avons, et je tiens à le préciser, 38% de femmes, et nous avons pour ça un budget d'1,2 milliard par an. Budget d'1,2 milliard pour faire quoi? Pour faire effectivement l'orientation, coordination, pilotage de l'innovation, la susciter, la capter, l'accélérer et aller plus vite au contact des opérationnels. Je suis sûr que vous êtes trompés dans vos chiffres. Bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est aussi bien le système de combat aérien du futur, de l'innovation sur 30 ans, avec des grands programmes d'armement, que d'aller voir chez les fabricants de cosmétiques, parce qu'ils font des nanotechnologies, les fabricants de lentilles, parce que les lentilles de contact, bientôt, elles vont pouvoir injecter de l'information au plus près de l'utilisateur, de m'intéresser aux récents progrès de l'IA, et d'aller capter dans la société civile ce qui pourrait nourrir l'innovation au service des armées. Et évidemment, le défi, c'est de concilier les deux, c'est-à-dire de pouvoir introduire de l'innovation à cycle rapide, au sein des programmes d'armement. Je vous présente quand même notre logo, parce que voilà, moi j'aime bien. Le réseau, les cellules, l'interconnexion, le bouclier de la défense. L'équipe qui vous dit bonjour, de 200 personnes, aujourd'hui en cours de montage. Et puis de nouveaux outils. Un outil qui s'appelle l'Innovation Défense Lab. Et je crois que demain, il y aura un workshop de Dystopia qui se tiendra à l'Innovation Défense Lab, qui est aujourd'hui un lieu ouvert, qui ne nécessite pas de contrôle particulier à l'entrée. Donc évidemment, on ne fait pas de non protégé, qui est là pour accélérer l'innovation, favoriser l'expérimentation, et puis fédérer et mettre de cohérence entre toutes les initiatives qu'on trouve au sein des armées. Donc voilà le lieu que vous pourrez investir demain. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a lancé par exemple il y a 2 semaines un défi sur la protection des bases aériennes, où on fait appel à toute la société civile, industrielle, militaire sur le sujet. Et puis vous avez un calendrier, vous voyez, qui est assez rempli. Il y a 2 semaines, je crois, il y avait par exemple une conférence sur la neuroergonomie, donc des choses assez intéressantes là-dessus.
Pour aller très vite, la feuille de route, je ne vais pas vous la présenter, je vais simplement vous montrer un événement qu'on a organisé il y a quelques temps, en novembre dernier, qui était le Forum de l'innovation défense. On a présenté plus de 130 innovations dans tous les domaines, dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la simulation, de la navigation, navigation ici sans GPS, par l'image. Donc vous avez un robot qui est capable, après un seul passage, de mémoriser son environnement et de naviguer de manière autonome sans GPS. Une autre innovation qui montre que ce n'est pas uniquement des armes ou des robots, ben voilà, c'est la prothèse bionique avec des microprocesseurs intégrés au niveau du genou, au niveau de la cheville, au niveau du pied, commandable, connectable à un système d'intelligence artificielle, qui a reçu d'ailleurs le prix de l'innovation de la ministre des Armées, et donc qui va s'adapter à la manière dont vous souhaitez marcher. Le camouflage adaptatif, éventuellement pouvoir recouvrir des blindés d'une peau qui va observer le fond et qui va générer une texture qui permet de se confondre dans son environnement. Réalité augmentée pour injecter au plus près des yeux du fantassin un certain nombre d'informations pour savoir où sont ses ennemis, où sont ses ennemis, quelle est sa direction. Et puis une innovation remarquable ici, première mondiale, c'est l'impression en 3D par des encres biosynthétiques de peau humaine directement sur le corps des grands brûlés en bloc opératoire. On va gagner plus de 2 semaines de culture cellulaire, et donc dans une opération projetable n'importe où, on est capable d'avoir cette innovation qui aujourd'hui est en cours d'étude et en cours d'accélération. En conclusion, j'ai 3 phases. Premier mot qui nous caractérise, c'est oser. Alors on a osé plein de choses, et au Forum Innovation Défense dont je viens de parler, on a osé faire voler un fantassin. Et vous avez ici un fantassin volant. Ce fantassin volant est capable d'aller en fait à 250 km/h, de monter à plus de 2000 mètres. Bon, il a 10 minutes d'autonomie, il faut bien choisir le moment où vous montez. Mais c'est Iron Man, et je vous conseille de regarder le départ et son accélération, et vous allez voir, c'est tout à fait remarquable. C'est une innovation qu'on est en train d'étudier, qu'on finance pour l'adapter aux besoins des forces. Parce que finalement, ce qui nous guide, nous, et c'est vraiment ce que nous avons en tête, c'est que les opérationnels sur le terrain aient le plus vite possible les innovations dont ils ont besoin. Pour vous montrer qu'on est capable d'avoir des innovations qui sont des innovations réellement impactantes, ce que vous allez avoir, vous me faites un signe quand c'est bon, normalement vous allez être observé. Et vous allez être observé par un nouveau système, qui est un système qui a été expérimenté par la section technique de l'armée de terre. Ce système-là est un nanodrone qui s'appelle le Black Hornet. Donc le Black Hornet, en fait, il vole là. Il est au-dessus de vous. Il peut tomber aussi d'ailleurs. Et il est en train d'arriver vers moi. Oui, mais on a droit à 10% de perte. Et donc voici ce Black Hornet qui est devant vous, qui est aujourd'hui, qui dote les forces françaises, qui permet à un fantassin d'aller voir plus loin, avec une navigation de 2 km. Il pèse 33 grammes, il résiste à des vents de 10 mètres secondes. Donc c'est pas un jouet, d'ailleurs le prix n'est pas celui du jouet, mais voilà, il faut arriver à introduire ce type d'innovation au plus près de ceux qui en ont besoin. Je remercie, et je vous demande de les remercier, l'adjudant-chef Leven, le lieutenant de vaisseau Galtier et le capitaine Jarry, voilà, qui sont venus ce matin vous présenter, ils viennent de Satori, juste pour que je puisse être à côté de ce magnifique engin. Et c'est pas tous les jours qu'on a un système comme ceci, qui vous observe en haute définition, qui vous observe aussi en infrarouge, et qui, si je ne vous l'avais pas dit, vous auriez sans doute absolument rien remarqué, et vous imaginez que ça peut vous observer à 50 mètres au-dessus de vous, vous n'entendrez rien, et je pense que ceux du fond n'entendent aujourd'hui rien du tout. Merci, mon adjudant-chef, l'un des meilleurs pilotes de Black Hornet au monde. Merci beaucoup. Le second, c'est anticiper. Anticiper quoi? Aujourd'hui, je vous donne un exemple, l'industrie de l'intelligence artificielle tire à peu près toute l'industrie du hardware. C'est-à-dire que les nouvelles générations de processeurs sont des générations de processeurs qui sont très adaptées à l'intelligence artificielle. Et donc, on voit fleurir voilà, partout ces processeurs de type GP-GPU. Le problème, c'est que ça se fait au détriment des processeurs classiques. Et que nous, les processeurs classiques, on en a besoin pour nos capacités de dissuasion.
les supercalculateurs ne sont pas faits pour la dissuasion à partir de GPU. Et donc là, il faut anticiper ce changement. Et puis la troisième chose, et ça sera la dernière, c'est imaginer. Si je demande à un ingénieur classique, mais un ingénieur d'imaginer le futur du char de combat, il va me dire le futur char de combat, ça sera avec des meilleures chenilles, un meilleur blindage, une meilleure optique, un meilleur système d'armes. Donc en gros, le char de combat du futur, ça sera à peu près ça. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas ces barrières mentales, qui réfléchissent par rapport à simplement tout ce qu'on pourrait imaginer faire. Et ces gens, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les auteurs de science-fiction. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont la capacité d'imaginer au-delà. Et donc, ils ont prévu des exosquelettes, ils ont prévu les hologrammes, ils ont prévu les armes à énergie dirigée, les lasers. Eh bien, nous travaillons avec eux. Et nous organisons, et nous avons organisé notamment avec la Marine nationale un think tank avec des opérationnels, des ingénieurs de l'armement, des auteurs, dessinateurs de science-fiction pour imaginer le drone du futur à l'horizon 2050. Et ça marche tellement bien que nous accueillons dans le comité de pilotage de l'Agence de l'innovation le président du festival de science-fiction des Utopiales qui est aussi un astrophysicien au CEA. Pourquoi la science-fiction ? Parce que la science-fiction, c'est bien ce que tu disais, Albert, c'est la manière dont la science et la technologie s'insèrent dans la société. Donc c'est ça mon métier. Finalement, mon métier et notre métier, nous à l'agence, c'est pas tellement, et j'en finirai là, de prévoir les voitures volantes, c'est plutôt de prévoir les embouteillages. Merci beaucoup.